Ils ont voulu tuer le nucléaire et maintenant, ils veulent le ressusciter. Alors quand je dis ils, c'est les États européens, bien sûr. Et c'est un revirement spectaculaire. Il y a bien sûr la France, avec Emmanuel Macron, qui, avant 2022, voulait fermer des centrales nucléaires et qui maintenant veut en ouvrir le plus possible. Et puis, il y a eu l'Italie et récemment, il y a le Danemark et la Belgique qui reviennent dans la course au nucléaire, qui veulent à nouveau de l'énergie nucléaire. Bref, l'Europe avait voulu détruire le nucléaire et ils veulent maintenant le ressusciter. Et pour vous, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle à deux titres. D'abord, ça risque de faire baisser le coût de l'énergie et pas qu'un peu, on en parlera tout à l'heure. Ça risque de faire baisser le coût de l'énergie, ce qui est déjà une très bonne nouvelle, mais ça peut aussi être une fantastique opportunité d'investissement du moment que vous savez où investir. On en parlera à la fin avec mon invité, mais vous pouvez d'ores et déjà télécharger le rapport, le PDF des publications Agora. Le lien est dans la description sur le grand retour du nucléaire et comment en profiter. C'est gratuit. Les publications Agora sponsorisent la vidéo, mais le PDF est entièrement gratuit. Vous pouvez cliquer sur le lien, aller le télécharger, vous verrez, c'est peut-être l'immense opportunité. Et donc, pour parler de tout ça, j'ai avec moi Étienne Henry, qui est rédacteur en chef aux publications Agora et qui est responsable de tous les investissements dans l'énergie. Étienne Bonjour. Henry, bonjour. Bonjour à tous. Alors, on va pouvoir aborder ces différents sujets et notamment, on va parler du revirement qu'il y a vraiment actuellement sur le nucléaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Pourquoi ce revirement dans le nucléaire Alors, et dans déjà, l'énergie, mais en général? le revirement dans le nucléaire qui était à l'échelle de l'Europe, qui était voulu à l'échelle de l'Europe, c'était surtout pour faire plaisir aux Allemands, hein, faut le dire tel que c'est, faire plaisir aux lobbies écolos et plus particulièrement aux Allemands. Bon, en France, notre dernière orientation nucléaire, avant celle qui est très récente, hein, ce que vous disiez, qui a même pas 2 ans, c'était d'abandonner les réacteurs. Ça, c'était une doctrine qui avait commencé sous Hollande, qui avait été continuée sous Macron au début de son mandat. Et l'idée, c'était de fermer des centrales nucléaires parce qu'on voulait fermer des centrales nucléaires. C'était la seule justification. Pourquoi est-ce qu'on est revenu là-dessus? Parce que c'est complètement idiot comme manière de faire. Euh, Quand ça a été décidé, le but, là encore, c'était de faire plaisir aux écologistes en disant on va avoir de moins en moins d'énergie, on va avoir de moins en moins de centrales nucléaires parce que le nucléaire, c'est pas bien, c'est polluant, c'est dangereux et ça nous rend dépendants des fournisseurs pas très sympas à l'étranger. Sauf que en face de ça, on n'avait rien. On savait pas comment faire. On savait pas comment avoir encore de l'électricité. Donc, si on faisait ça, ça veut dire baisse de niveau de vie et ça voulait dire en plus arrêt de la transition énergétique. Parce que même si on veut être écolo, même si on veut construire des éoliennes et des panneaux photovoltaïques, ce qui pourquoi pas peut se justifier un petit peu dans le mix énergétique, en face de ça, il faut des barrages, il faut des centrales nucléaires et des centrales à charbon. Donc en fait, on ne pouvait pas faire sans le nucléaire, simplement on ne voulait pas le voir. Et tant qu'on avait une surproduction énergétique et une surproduction électrique en France, eh ben, tout allait bien. Tant qu'on exportait l'électricité à nos voisins, tout allait bien. On pouvait juste en exporter un peu moins. Sauf que maintenant, on sait que c'est plus vraiment le cas et on a besoin de le plus d'énergie possible pour soutenir nos entreprises ou tout simplement pour que les particuliers puissent payer des factures qui ne soient pas complètement délirantes. Et si on veut des capacités d'énergie, eh ben, il faut les produire. Les électrons, ça s'imprime pas, ça se décrète pas, ça se produit en sortie de centrale. Et pour ça, en fait, il n'y a que le nucléaire qui est capable de répondre aux besoins. Il n'y a que le nucléaire qui est pilotable, il n'y a que le nucléaire qu'on peut construire en quantité suffisante pour répondre aux besoins de la France et possiblement même des voisins européens. Donc en fait, il n'y avait pas le choix de revenir sur cette politique qui était complètement idiote. Mais du coup, parce que pendant un moment, enfin, vous avez dit depuis François Hollande, mais le premier qui a vraiment donné un grand coup de pioche dans le nucléaire, entre, je ne sais pas comment le dire, un grand coup de couteau dans le nucléaire, c'était le Premier ministre, mince, son nom m'échappe, avec Dominique Voynet en ministre de l'écologie Ah, sous et Jospin, Premier oui. ministre de c'était Jospin qui a quand même saboté le nucléaire français, enfin qui a stoppé le nucléaire français. Alors, il a fait deux choses absolument terribles. Déjà, il a arrêté le déploiement, le développement des nouvelles centrales, et il a arrêté la recherche sur le nucléaire.
et ça, c'est ce qui nous tue et ce qui va nous tuer encore jusqu'en 2030-2040. On avait vraiment des connaissances du savoir-faire nucléaire chez EDF, mais aussi chez Areva, au CEA. On avait des scientifiques, on avait des ingénieurs, on travaillait sur des réacteurs de nouvelle génération, on était capable de passer au nucléaire du 21e siècle, et là encore, pour faire plaisir aux écolos, notamment Dominique Voynet, comme vous la citiez, on a décidé de tout arrêter. Et tout arrêter, ça veut dire qu'on a même arrêté des projets de recherche. Alors, nos abonnés se souviennent peut-être d'Astrid et de Superphénix, qui étaient présentés comme des bombes atomiques en puissance qui devaient nous éclater au visage et puis pourrir notre territoire pour des générations. Bon, en réalité, c'était pas ça qu'on voulait faire avec. Ce qu'on voulait, c'était fermer le cycle du nucléaire. Ça veut dire avoir des centrales nucléaires qui dépendent pas uniquement de l'approvisionnement en uranium provenant du Nigeria et d'autres pays peu sympathiques. C'était aussi régler la question des déchets nucléaires, parce que ça, on sait le faire de manière industrielle. On n'avait pas envie de le faire au siècle dernier parce qu'on avait besoin de faire des bombes atomiques, il nous fallait du plutonium, mais c'est bon, quand on a arrêté de faire des bombes atomiques, on peut faire du nucléaire propre, on sait le faire. Et les scientifiques savaient le faire déjà dans les années 70. Si on l'a pas fait, c'est pour faire plaisir aux écolos, parce que eux, ce qu'ils voulaient, c'était voir le nombre de réacteurs nucléaires baisser. Donc ça, voilà, ça c'est encore quelque chose qui nous fait prendre beaucoup de retard et qu'on va payer encore pendant les prochaines années. Ouais. Oui, mais moi j'ai été impressionné par ça, surtout que bon alors il y a ok du combustible qui s'achète dans des pays qu'on n'aime pas. Enfin, il y en a aussi au Canada, il y en a dans des pays tout à fait fréquentables, et donc c'est pas trop un problème de se fournir en combustible nucléaire. On n'est Non, pas ça, obligé de pactiser avec le diable pour avoir du combustible, quoi. c'est un faux problème. On a des intérêts historiques, effectivement, dans des pays peu sympathiques, donc on continue à travailler avec eux parce qu'on a aussi l'habitude de le faire, mais c'est vrai que de l'uranium, il y en a à d'autres endroits. Ah, c'est un peu comme le lithium, en fait. On se dit que c'est important parce qu'effectivement, c'est au début de la chaîne, mais c'est pas ça qui empêche de construire des centrales nucléaires. Aujourd'hui, en France, ce qui nous empêche de construire des centrales nucléaires, c'est la bureaucratie. C'est vraiment le premier élément. Et c'est le savoir-faire qu'on a perdu. Alors, on le voit bien, quand il a fallu construire les EPR, c'est très compliqué de remettre tout le monde au travail. Alors, ça faisait pas très très longtemps qu'on avait arrêté de construire les centrales, mais en France, on n'a pas réussi à le faire. On a quand même réussi à construire des EPR en Chine, ça c'est quand même le comble de l'ironie, plus vite qu'en France, à l'autre bout du monde, avec des équipes qui n'étaient pas les nôtres. C'était pas des techniciens EDF qui coulaient le béton et qui calculaient les trucs jusqu'à la dernière virgule. On a fait beaucoup de transferts en Chine, ils ont réussi à faire les EPR. Alors ils ont des problèmes de jeunesse, les EPR chinois, mais ils fonctionnent. Alors que nous, on est encore en train de se dire, bon, quand est-ce qu'on va arriver à la pleine puissance? Ah bah peut-être cette année, peut-être l'année prochaine, on va encore faire des changements. Enfin, c'est une catastrophe. Mais enfin, pourquoi? C'est uniquement les normes environnementales, etc., qui nous bloquent à ce point-là Ah, sur nos nucléaires à nous? tout est compliqué quand on veut faire du nucléaire en France et en Europe. Et en France particulièrement. Quand on veut installer des nouvelles capacités de production, ben, on voit qu'il y a des problèmes avec les préfectures, avec les riverains, tout ça. On va en parler peut-être dans quelques instants, mais ce qui est censé être le futur du nucléaire en France, les petits réacteurs modulables, ils sont mornés justement déjà par le côté procédurier de la France. On a tué tous les projets dans l'œuf pour des questions réglementaires. Aujourd'hui, il n'y a guère que les réacteurs poussés par EDF qui savent où ils vont s'implanter. Alors qu'on veut être les leaders mondiaux, mais on donne toujours pas l'autorisation à nos startups de faire leurs prototypes. Donc oui, il y a un problème réglementaire. Il y a le problème de la construction aussi. On le sait, tout prend du retard. Et il y a le problème de la gestion des risques. Alors je reviens 2 secondes sur le PR chinois. Le PR chinois, il y a eu des problèmes au démarrage avec des valeurs, des paramètres qui sortaient de ce qui était attendu. Les Chinois, ils l'ont pas arrêté pour autant. Ils ont continué à travailler, ils ont réglé les problèmes, il n'a pas éclaté leur nucléaire. Mais simplement, ils ont décidé qu'ils allaient quand même continuer à produire de l'électricité et puis qu'ils allaient comprendre ce qui se passe. En France, le démarrage de l'EPR de Flamanville, il n'arrête pas d'être retardé et on monte vraiment à toute petite puissance parce qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui bouge, on se dit oh là là, on arrête tout, on va voir ce qu'il faut faire. Et c'est comme ça qu'on prend des années de retard. Ben, c'est aussi parce qu'on a des écologistes. L'autorité de sûreté du nucléaire est dirigée et gangrénée par des lobbies écologistes qui se sont trouvés là et qui, voilà, il y a une fuite d'eau dans les toilettes, on arrête le PR, quoi. C'est vraiment, j'exagère à peine, hein. Pour ceux qui non, nous mais écoutent, j'exagère à peine, hein. Il y a une fuite d'eau dans les toilettes, on arrête tout, quoi. C'est ça. C'est le principe de précaution. Dès qu'il y a quelque chose qu'on n'attendait pas, on arrête tout. Alors, ce qui est très bien si on est pressé, si on a le temps, mais là, on n'a pas vraiment le temps au niveau des besoins énergétiques français, et ça devient un vrai problème. De toute façon, tant qu'il y a toute une partie de la classe politique qui est entendue et dont l'objectif est de fermer les centrales nucléaires, oui,
on va leur mettre des bâtons dans les roues. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on voit depuis 2 ans, le vent tourne un peu et il y a de plus en plus de partis politiques qui se disent « Ok, on a peut-être besoin du nucléaire ». Et ça se retranscrit dans l'opinion aussi. L'opposition au nucléaire est beaucoup plus faible aujourd'hui qu'elle y était il y a 3 ans, et heureusement. Oui, oui. Et alors, avant qu'on aborde le sujet, je le dis pour les auditeurs, il y a un PDF qui m'a été remis par les publications Agora, auxquelles appartient Étienne Henry, hein, et qui sponsorise cette vidéo, qui est Grand retour du nucléaire, comment en tirer parti. Donc, vous pouvez l'avoir gratuitement, ce PDF, ça vous explique vraiment étape par étape tous les grands points du nucléaire. Le lien est dans la description. Mais avant qu'on en parle, il y a juste une chose, moi, qui m'a marqué et que vous avez un tout petit peu évoqué tout à l'heure, c'est les mini-réacteurs nucléaires. C'est quelque chose... Aux États-Unis, c'est parti, quoi. Ça y est, et avec des gros investisseurs, puisque Bill Gates s'en occupe. Et le but, c'est vraiment de construire un réacteur nucléaire pour une ville, mais quasiment même pour un immeuble, quoi. C'est vraiment du tout petit réacteur nucléaire qui est censé pouvoir faire fonctionner des petites, des Oui, c'est petites ça, des data consommations. Enfin, centers, des choses comme ça, des sites industriels, ouais, voilà. c'est l'idée. Oui, ça, c'est pour du petit. Et donc, nous, en France, ça, on n'est pas capable aujourd'hui de le faire. Alors, On va se retrouver complètement à la ramasse, quoi, sur le on nucléaire. aurait été capable. On aurait été capable. On est déjà à la ramasse. Hein. Vous parlez des États-Unis, ils sont en avance, mais enfin la Russie, elle en fait aussi. La Chine, elle en fait aussi. Là, la Chine, ils sont en train d'expérimenter, de mettre ces petits réacteurs pour alimenter des porte-conteneurs. Donc nous, on fait des porte-avions nucléaires, c'est bien. Et ben imaginez maintenant le transport de marchandises alimenté par des navires qui payent plus leur fuel. Enfin, ça, c'est un changement complet pour la logistique internationale. Et nous, on en est encore à se demander comment on va les faire. Alors, on a une grosse dizaine de projets là qui sont sortis des laboratoires il y a 2 ans. Il y a eu des subventions qui ont été votées. Mais c'est catastrophique ce qui se passe quand on regarde dans le détail. Alors, je ne vais pas donner les noms parce que sinon le téléphone ne va pas arrêter de sonner, mais il y en a beaucoup qui sont issus du CEA. Ça, c'est très bien, c'est le CEA qui fait la recherche nucléaire en France, ok, ils font leur boulot, après ils essaiment en faisant des entreprises. Le problème, c'est qu'on a des luttes fratricides entre des projets qui, honnêtement, devraient être regroupés. Hein. Vous avez 3 technos qui sont 3 fois la même chose, qui se battent pour avoir les mêmes subventions. Bah, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on saupoudre les subventions sur les 3 projets différents. Et aujourd'hui, ce qui est dramatique, c'est qu'on a le projet de SMR d'EDF qui est plutôt bien parti, qui est plutôt bien capitalisé, et eux, ils ont accès à un site EDF hein, pour l'installer, donc eux, ils vont pouvoir avancer. Et vous avez tous les autres projets qui se battent et qui sont subventionnés, qui à hauteur de 10 millions, qui à hauteur de 20 millions, qui 30 millions. Bon, c'est super, mais on ne devient pas un leader de l'industrie nucléaire avec 30 millions d'euros. C'est complètement idiot de penser que ces petites boîtes qui ont des fois 5-10 salariés à peine, et qui n'ont même pas de quoi construire leur prototype, ils ont juste de quoi payer leurs salariés sur table pendant 3, 4, 5 ans, et après, ils ne savent absolument pas où ils vont aller. Et en France, on nous dit bah, chose France parce que c'est ça qui va faire de nous des leaders du secteur énergétique. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Encore une fois, les US ont déjà des SMR, la Chine a des SMR, la Russie a des SMR. Eux, ils sont prêts, eux, ils les fabriquent. Et nous, on est encore en train de travailler sur table pour savoir qui de Pierre, de Paul ou de Jacques va pousser son réacteur. C'est là où on est largué. Ouais. C'est un peu aberrant. Et est-ce qu'on peut espérer que ce nucléaire va permettre dans notre vie de tous les jours une baisse du prix de l'électricité ou c'est trop tard, en fait, on est gangréné par l'éolien, le gaz, etc. et que on n'arrivera pas à faire baisser le prix de l'électricité, quoi. C'est pas fini pour le nucléaire et c'est pour ça que ça reste quand même une perspective réjouissante aujourd'hui et pas une source d'inquiétude juste. Je mets les SMR de côté parce que vraiment si on les fait, je pense pas que ce sera avec des technos françaises ou en tout cas pas tout de suite. Mais on a quand même cette techno de l'EPR qui fonctionne. Si on la laissait fonctionner, elle fonctionnerait. Hein. On pourrait faire des EPR. L'EPR2, on verra comment il est fait, mais l'idée c'est quand même de faire un EPR low cost, donc pourquoi pas. Quand la philosophie commence à être de produire de l'électricité moins chère, c'est toujours une bonne nouvelle pour tout le monde. Et surtout, on commence à avoir un revirement politique chez EDF. Là, on a eu la semaine dernière un petit tremblement de terre hein, sur la vente d'électricité, avec la réouverture des négociations pour vendre de nouveau de l'électricité pas chère aux industriels. Alors ça a commencé par un deal, c'est un peu technique, hein, c'est pour l'aluminium de Dunkerque. Bon, qui va pouvoir sécuriser son approvisionnement sur plusieurs années, potentiellement avec des coûts d'achat moins chers que ce que l'État décrète que doit coûter le nucléaire. Et c'est
tout à fait ça qu'il faut faire hein, pour faire baisser les factures. Il faut qu'il y ait un engagement des industriels sur des grands volumes, il faut qu'il y ait un engagement des producteurs sur des grands volumes, et c'est comme ça qu'on arrivera à faire rebaisser les factures. Et on y vient parce que les grosses industries électrosensibles françaises, ça peut monter jusqu'à 8% de la consommation en année pleine. Quand tout va bien, hein, hors des crises énergétiques et des Covid et tout ça, quand on arrête tout, mais 8% de la consommation, c'est énorme. Ça permet de construire des réacteurs et on sait qu'ils vont tourner. Aluminium Dunkerque, leur site, il peut, quand il tourne à plein régime, il peut manger 1% de la production française à lui seul. Et si on prend les 40 sites les plus gros en France, les plus électro-intensifs, c'est 70% de la consommation de notre industrie sur 40 sites. Donc on voit que si EDF décide à parler de nouveaux industriels, elle peut sécuriser plusieurs dizaines de pourcents de sa production qui vont être achetés en gros. Et derrière, ça soulage aussi les particuliers, parce que ce qui nous a tués en 2022-2023, quand il y a eu la hausse des prix de l'énergie, c'est qu'on se retrouvait avec des industriels qui avaient besoin d'énergie, qui n'en avaient plus assez, les particuliers qui voyaient leurs factures exploser complètement, mais en fait, le problème de fond, c'est qu'il n'y avait pas assez d'énergie pour tout le monde, donc il fallait décider qui on sacrifiait. On a un peu sacrifié des industriels, on a un peu sacrifié les particuliers en faisant exploser le prix des factures, et finalement, personne n'était content. Donc là, si on revient dans un système, et encore une fois, c'est tout frais, hein, on s'engage là-dedans depuis la semaine dernière, donc c'est vraiment de l'actu chaude, mais je pense très positive. On peut avoir de la visibilité chez EDF, on peut avoir de la visibilité pour la construction de centrales, et encore une fois, quand une centrale nucléaire tourne à plein régime, elle produit beaucoup d'énergie. Donc, ça peut faire de l'électricité pas chère. Et je rappelle que la promesse initiale du nucléaire, et d'ailleurs elle avait été un peu tenue, c'était qu'en fait le coût marginal, le coût de l'énergie qu'on consomme ou qu'on ne consomme pas, le dernier kilowattheure qu'on consomme, il est quasiment de zéro. Et c'est vrai. Oui, parce que le combustible n'est pas cher. Le combustible n'est pas cher, les centrales, elles fournissent une quantité d'énergie absolument hallucinante, elles vivent, on le voit, hein, pendant des décennies, donc une fois que c'est construit, ça tourne. Et d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques dizaines d'années, pour ceux qui s'en souviennent, on avait trop d'électricité nucléaire, on ne savait pas quoi en faire. Si on s'est tous équipés en France de radiateurs grille-pain ou de chauffe-eau électriques à ballon, c'était pour utiliser les centrales nucléaires parce qu'il n'y avait pas assez de demande d'électricité. C'est pour ça qu'on a ces spécificités de gaspillage d'électricité en France. On peut très bien revenir, si on fait notre plan nucléaire, à une surproduction, en tout cas une production suffisante, pour avoir une industrie qui tourne, pour arrêter de fermer les aciéries, pour de nouveau pouvoir produire de l'aluminium et des engrais en France, et pour que les particuliers voient une division par 2 ou par 3 de leur facture, c'est tout à fait possible. Oui. Division par 2 ou par 3, ça serait beau. On en rêve tous. Oui, mais alors, est-ce qu'il y a... à la hausse, elles peuvent... Il faudrait pas beaucoup pour qu'elles reviennent comme avant. Alors, est-ce que... donc ça, c'est le côté... dans ma vie de tous les jours, le prix de l'électricité peut baisser, ce qui serait une bonne chose. Et... mais est-ce que je peux en profiter financièrement, hein, comme je le vois là dans le PDF que les gens peuvent télécharger, le lien est dans la description. Vous avez grand retour du nucléaire, comment en tirer parti. Comment je peux, en tant qu'investisseur, comment je peux en tirer parti? Parce qu'a priori, j'ai pas le droit, il n'y a pas d'entreprise nucléaire que je peux acheter. Donc, quel est le... Voilà, comment tirer parti de ce retour du nucléaire? Comment je peux placer mon argent pour gagner un petit peu avec ça? Alors ouais, déjà, il faut accepter de changer de casquette parce que là, en tant que citoyen contribuable, on a payé le nucléaire. Clairement, hein, ça coûte très cher. Si ce n'est directement sur la feuille d'impôt, au moins sur la facture d'électricité, on voit qu'il y a des contributions de partout. Donc on paye pour ça. Si on accepte de prendre la casquette d'investisseur, oui, on peut en profiter. Pas n'importe comment, parce que effectivement, les entreprises, les pure players du nucléaire, c'est pas toujours des bonnes idées, hein, en bourse. Il y en a qui ont essayé d'investir dans EDF il y a quelques années, ça s'est quand même pas très bien fini pour eux. On s'est quand même fait spolier par l'État, mais bon, ceux qui connaissaient le dossier ne pouvaient que tirer la sonnette d'alarme. Je l'ai fait pendant des années, et c'était malheureux de voir tous ces particuliers qui achètent des actions EDF. De manière, quand il y a l'État dans une entreprise, c'est toujours compliqué. Voilà, et surtout EDF qui vend de l'électricité, et l'électricité, c'est tous les Français qui l'achètent. Donc quand l'État veut faire des cadeaux, il prend EDF, il tape dessus, il dit maintenant tu vas donner l'électricité à pas cher, EDF se retrouve en faillite, on renationalise, après EDF fait des bénéfices et l'État maintenant il est plus politique mais il est actionnaire, donc il dit maintenant je veux récupérer tous les bénéfices sous forme de dividendes au point de remettre l'entreprise en difficulté, donc c'est vraiment la catastrophe. Il ne faut pas investir aux côtés de l'État, surtout pour ce type d'entreprise, ça c'est sûr. Il y a 2 manières d'investir. Il y a une manière passive qui est d'investir dans l'uranium, le combustible. Donc ça, c'est la manière la plus... Comment j'investis dans l'uranium? Alors, il y a des mécanismes boursiers qui permettent d'investir dans l'uranium. Ça, on en parle dans le rapport, justement.
Il y D'accord. a plus intéressant encore, à mon sens, c'est d'investir dans les entreprises qui profitent de l'essor du nucléaire. Les fournisseurs de services, d'infrastructures, ceux qui travaillent pour construire des centrales nucléaires, pour construire les réseaux qu'on doit augmenter pour câbler les centrales nucléaires, eux, ils gagnent beaucoup d'argent. Et surtout, ils ne sont pas entre le marteau et l'enclume, comme pouvait l'être EDF. Alors EDF, c'est plus le problème, c'est plus coté maintenant, mais il y a d'autres entreprises qui pouvaient donner envie d'investir et qui se retrouvent coincées parce que quand les projets ne fonctionnent pas, c'est les exploitants, c'est ceux qui étaient en haut de la pyramide de la construction qui se retrouvent à régler l'addition. Et pour eux, l'addition, elle se compte en milliards d'euros. Donc, c'est vraiment pas une bonne idée d'être exposé à eux. Mais au milieu de la chaîne de valeur, il y en a quelques-uns qui sont bien cachés, si je peux me permettre, et qui, eux, vendent leurs services de construction de centrales et de maintenance, qui ne souffrent pas quand il y a des délais, qui des fois même augmentent leur chiffre d'affaires, parce qu'un délai, c'est des facturations en plus, et eux, ils sont bien placés. Donc pour le particulier qui veut arrêter d'être juste le payeur, ça ne veut pas dire qu'on l'est plus, hein, tant qu'on paye nos impôts en France, on va continuer à payer pour ces Oui, centrales, c'est important. mais en tout cas, on peut en récupérer une partie avec des actions de ces entreprises. Certaines entreprises versent des dividendes. Donc, on achète, on conserve pendant 4, 5, 10 ans et tous les ans, on perçoit des coupons qui nous rémunèrent pour le fait d'avoir investi dans ces entreprises. Donc, c'est une manière plutôt saine d'investir dans le tissu industriel français parce que ces boîtes sont, pour certaines d'entre elles, françaises. D'accord. Et c'est des grosses entreprises connues, ou c'est des petites, parce que tout à l'heure vous parliez de start-up avec 10 personnes. Moi, j'ai pas forcément envie Voilà, d'investir dans une start-up avec 10 personnes. Donc, exactement. Ouais, donc non, c'est des grosses entreprises connues, c'est des choses assez solides ce ou sont c'est très des choses spéculatif? solides. Alors, les startups, celles qui sont, bah, là, il n'y en a pas trop de côté récemment, donc heureusement, mais oui, il y en a qui ont des fois au capital des plus grosses boîtes, donc on peut avoir envie d'être exposé à ces petites startups. Effectivement, imprudence, des boîtes capitalisées à hauteur de quelques dizaines de millions d'euros, ça n'a aucun sens. Cet argent, ils vont le dépenser, ils savent pas comment en gagner, donc c'est pas là-dedans qu'il faut aller. Mais il y a des grosses boîtes qui, elles, valent des centaines de millions ou des milliards d'euros, qui ont le capital, qui ont du cash flow, qui surtout font aussi autre chose que du nucléaire. Donc elles peuvent aussi attendre que les plans prennent un peu de retard. Donc il y a toute cette Ouais. solidité derrière qui fait qu'on peut vraiment avoir en tant que particulier une rente du nucléaire. Et c'est pour ça que, à mon sens, c'est un investissement intéressant pour les particuliers, parce que bon, de l'électricité, on en consomme tous cette année, encore l'année prochaine et en 2030, hein, a priori, sauf s'il n'y a plus un blackout complet. On paye des factures tous les mois, tous les ans. C'est bien d'avoir en face de ça un investissement qui vous rapporte de l'argent tous les 6 mois, tous les ans sous forme de dividendes, parce que ça compense votre flux d'argent qui sort pour payer le nucléaire est compensé par un flux d'argent qui rentre On avec le vos actions. récupère un peu. Voilà. D'accord. Et on est sur un investissement plutôt long terme sur des entreprises majoritairement françaises et Voilà, qui vont nous verser éligible au des PEA, dividendes. pour ceux que ça intéresse aussi de ne pas se faire matraquer de fiscalité. Vous pouvez loger les entreprises dans votre PEA, vos dividendes tombent dans le PEA, donc vous ne payez pas d'impôt sur le revenu, et vous payerez des prélèvements sociaux, mais que à la sortie quand vous fermez votre PEA. Donc en attendant, votre argent fait boule de neige, il fait des petits année après année. Et ça aussi, c'est un petit plus sympathique pour les Français, parce qu'en matière fiscale, on n'est pas vraiment aidé. Donc quand on peut avoir un peu quelque chose qui rend la situation un peu meilleure, autant en profiter. D'accord. Bon, bah pour ceux qui veulent en savoir plus, vous avez tout dans le rapport, il est gratuit. Vous cliquez dans le lien qui est dans la description de cette vidéo et comme ça, vous trouverez les idées d'investissement liées au nucléaire. Et puis surtout, voilà, ça expose surtout le grand retour du nucléaire et je dirais presque une victoire parce que moi, je le considère presque comme une victoire le retour du nucléaire parce que nom d'un chien. On n'y Depuis croyait le plus, hein. début d'Emmanuel Macron, d'Emmanuel Macron, j'annonce que ces fermetures de centrales, c'est de la folie. Et ouais, on n'était pas nombreux au début, hein, et voir que maintenant toute l'Europe, l'Allemagne pas encore, mais tout le reste de l'Europe, mais l'Allemagne est gangrénée par les écologistes. Mais sinon, tout le reste de l'Europe est en train de se mettre sérieusement au nucléaire. Ça fait quand même du bien Oui, même voilà, de voir que l'Italie. le réel existe. Et l'Allemagne, elle était bien gentille aussi à faire la chasse au nucléaire, mais enfin, c'était notre plus grand client qui achetait nos kilowattheures produits par des centrales nucléaires, tant qu'on en avait exporté. Oui. Donc ils en profitaient aussi bien. Oui, non, mais Là, ça permettait de se donner c'est des signes de vertu, ça. C'est voilà. une grande spécialité écologiste, les signes de vertu. Au moins pour une Mais fois, le principe de réalité a marché. voilà, le principe de réalité, voilà. Mais ça fait du bien. Bon, en tout cas, Étienne Henry, merci beaucoup pour cet éclairage sur le nucléaire. Je rappelle à tout le monde le lien dans la description pour recevoir le PDF, pour voir le PDF sur euh,
le grand retour du nucléaire, comment en tirer parti. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt. Merci.